Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, revenons à nos moutons. Capri, ce n'est pas fini. Oui, une émission toute consacrée à nos ovins, à nos caprins, les moutons qui courent à perdre la laine dans les pâturages, mais aussi dans les bassins d'orage ou dans les terrains en friche, aux portes de nos lotissements. Nous allons parler éco-pâturage avec notre invité, Ghislain Va, Alliance Pâturage. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons. Labourage et pâturage sont les mamelles de la France, écrivait Maximilien de Béthune, duc de Sully en 1638. Eh bien, mesdames et messieurs, si aujourd'hui de nouvelles pratiques agricoles visent parfois à remplacer le labourage, le pâturage, lui, c'est une pratique ancestrale à, nous l'espérons, de beaux jours devant lui et davantage pour l'éco-pâturage. Un mouton, deux moutons, trois moutons chantent Guettener, alors dessinons et élevons des moutons dans nos écoquartiers. Car oui, quand toutes ces bébêtes à pattes et à laine viennent remplacer les tondeuses à gazon dans nos communes, dans nos villes, c'est outre le plaisir de créer du lien et de favoriser les relations sociales, mais c'est aussi un entretien naturel, plus simple, plus écologique, plus économique, moins polluant, bref, une gestion douce des espaces verts qui favorise la biodiversité. Mais revenons à nos moutons. Quoi de plus serein et de plus naturel que ces moutons qui paissent? Oui, qu'il pleuve, qu'il vente, que le pays traverse une crise ou pas, que les chiffres du chômage grimpent ou diminuent, que font nos moutons? Ils paissent. Même en temps de guerre, le mouton paie. Il paie paisiblement le pissenlit avec passion. Et tant qu'il pètera, nos jardins seront entretenus. Mais choui. C'est vraiment du grand n'importe quoi en ce début de saison, ça promet. Allez, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que l'éco-pâturage? Comment réaliser un bon éco-pâturage? Quels en sont les avantages? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Ghislain Va, Alliance Pâturage. Bonjour Ghislain. Bonjour. Bienvenue au comptoir. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir et d'en savoir plus sur l'éco-pâturage. Avant de commencer à discuter ensemble, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs qui jouent à saute-mouton. L'un enfile son pull Verlaine quand le fond Baudelaire est frais, et puis l'autre qui nous parle de témoignages, qui nous parle musique, tradition. Jean-Pierre Pouvreau, Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. On va comme on les mener? On va bien. Bon. Alors, au menu, il y a un beau gâteau. En tout cas, je ne sais pas s'il est bon, mais il est appétissant, il est beau. On a récolté des noisettes septembre, il y en a eu pas mal. Et donc, c'est un gâteau aux noisettes, c'est un gâteau noisetier du Fenouiller que faisait la grand-mère d'un copain. Voilà. C'est une recette locale. Il y en a sûrement d'autres ailleurs, celle-là est bonne. Et c'est simplissime à faire. En dessert, après un bon gigot d'agneau, voire une épaule, ce qui est encore meilleur que le gigot. Eh bien, on va goûter. Oui. Ah. À déguster sans modération, comme Eh ben, on se privera pas. Et puis, s'il dessine des moutons, il va aussi nous parler des moutons. Non, pas vraiment, pas que des moutons. Que des moutons, parce que, en fait, quand j'ai cherché ces archives-là, je suis tombé sur deux témoignages qui m'ont surpris. Et je me suis dit, tiens, il y a sûrement beaucoup de Vendéens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et ben voilà, j'ai préféré, l'un est lié au berger quand même, aux moutons, mais l'autre aussi, mais rien à voir avec tout ça, c'est au fromage. Fromage. Fromage, ouais. Je pensais aux moutonnes, mais non. C'est étroitement lié aussi. Ouais, on ne va pas en dire beaucoup plus, mais on pense que les brebis, tout ça, c'est les montagnes où on fait des fromages. Ah ben non, dans le plus plat de la Vendée, Chaillé-les-Marais, eh ben on a fabriqué du fromage de brebis. Eh ben en effet. Oui, monsieur. Et heureusement que, comme toujours, existe. Que ferait-on? Comment on ferait pour éduquer, pour faire passer les messages aux Vendéens Et faire Découvrir découvrir. la question. Ah. Votre mission. Faire découvrir. Merci TV Vendée. Merci TV Vendée. Oui, absolument, on peut bénir Télé Vendée. Bien sûr. C'est une bonne source d'inspiration pour tout le monde et de connaissances générales. Eh ben voilà. Bon. Merci TV Vendée. Merci, TV Voilà, Vendée. c'est bon pour l'autopromotion. Ghislain Va, Alliance Pâturage, c'est quoi exactement?
Alors, nous sommes une société, hein, on a créé ça avec ma conjointe. Tous les deux, pour moi, je suis issu du monde agricole. Hein. Ouais. Mes parents étaient agriculteurs. Et pour ma conjointe, elle a suivi un cursus scolaire agricole. Ouais. Donc, avec la conjoncture d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on s'est dit pourquoi pas lier les animaux et puis tout ce qui est biodiversité, les enjeux du futur, mettre tout ça en avant. Et l'éco-pâturage nous paraissait une bonne activité pour mettre tout ça en avant, quoi. Ouais. Et ça répond à une demande, j'imagine aussi. Bien sûr, de plus en plus, hein, les gens sont, avec tout ce qui se passe sur le réchauffement climatique et tout ça, les citoyens sont conscients des enjeux du futur. Donc, je pense que l'éco-pâturage répond à tout ça. Oui. Ouais. Parce que Alliance Pâturage, ça s'adresse à qui ? Alors, Alliance Pâturage, ça s'adresse aussi bien aux collectivités, aux entreprises, aux particuliers. En fait, la simple condition à avoir, c'est d'avoir un minimum de surface d'espace vert, quoi. Et même le particulier peut... Le particulier, bien sûr, du moment qu'il est ce minimum de 3000 à 4000 m², peut prétendre à l'activité d'éco-pâturage. D'accord. Voilà. On ne met jamais un seul animal ? Bien sûr que non. On travaille avec des moutons et des chèvres. Hein. Ouais. Donc ces animaux-là sont des animaux grégaires qui vivent en troupeau. Ouais. Donc il faut minimum, pour nous, 5 ou 6 bêtes pour... D'où la surface minimum. Ouais. Voilà. Et comment on réalise un bon éco-pâturage ? Alors pour faire un bon éco-pâturage, bien sûr, il faut respecter tout ce qui est développement de la biodiversité. Hein. Donc ça veut dire que les animaux, on respecte aussi le bien-être animal. Ouais. Donc toujours surveiller ces animaux si tout va bien, s'ils ont bien à manger et tout ça. Et bien sûr, pour faire un bon éco-pâturage, c'est de faire tourner ces bêtes d'une parcelle à une autre. Tout simplement pour respecter le cycle biologique de ces plantes-là. Ouais. Voilà. Pas aller jusqu'à l'épuisement de la parcelle ? Comme on dit, en fait, au printemps, l'herbe va pousser beaucoup plus vite, donc on va tourner ces bêtes beaucoup plus rapidement. Ouais. Alors qu'en été, on va plutôt agrandir ces surfaces-là et diminuer ce nombre de bêtes-là. Est-ce qu'on mélange les chèvres et les moutons ? Ou alors chacun est parqué différemment ? Non, ça cohabite très bien ensemble. Le mouton et la chèvre cohabitent très bien ensemble. Hein. Sauf qu'en fait, chaque espèce correspond bien à une surface bien définie. Ouais, bien définie. Le mouton va être plutôt la tête en bas, donc à manger tout ce qui est prairie, hein, alors que la chèvre, plutôt la tête en l'air et tout ce qui est ligneux, ouvrir les sous-bois, tout ça, ça va être plus sa compétence. Alors, les terrains où on a un mix des deux, on peut mixer ces espèces-là. Voilà. Attention aux arbres alors, parce que j'ai un terrain, imaginons, avec quelques fruitiers. Les chèvres, si elles sont tentées d'aller chercher les branches, ça veut dire qu'il y a un aménagement aussi qui est fait ? Sur de la jeune plantation, des arbres qui faut mieux les protéger, mais sur des vieux arbres qui sont assez robustes, il n'y a pas de crainte à avoir sur ces arbres-là. Ouais. Vous avez des races particulières au niveau des chèvres ou des moutons ? Donc l'éco-pâturage, pour une bonne pratique d'éco-pâturage, il faut plutôt préférer des espèces rustiques, hein, qui sont capables de vivre à l'année à l'extérieur pour entretenir cet espace-là à l'année. Nous, on travaille avec la lande de Bretagne pour les moutons. Pour les moutons, donc c'est une race à petit effectif, hein, qu'on essaie de remettre au goût du jour. Et au niveau des chèvres, on travaille avec la chèvre des fossés. Chèvre des fossés. Voilà. D'accord. Qui vient d'où ? Alors tous les deux sont des espèces originaires du Grand Ouest de la France. Du Grand Ouest. Donc c'est des animaux qui sont adaptés au climat et à la végétation de notre région, quoi. Ouais. Voilà. Que deviennent après les animaux quand ils ont travaillé, qu'ils ont été en éco-pâturage ? Qu'est-ce qu'ils Alors nos animaux, ce qu'on leur demande à nos animaux, c'est tout simplement d'avoir des bonnes dents et des bonnes pattes. On essaie de les garder au maximum de temps sur cette activité d'éco-pâturage-là. Bien sûr, en tant qu'agriculteur, parce que l'éco-pâturage fait partie du monde agricole aussi, on se doit de nourrir un peu la population d'aujourd'hui. Donc tout ce qui est réforme des bêtes qui ne peuvent plus pratiquer cette activité-là, on les envoie sur la filière abattoir pour nourrir la population. Pour nourrir, voilà, c'est ça. Ouais. À propos de nourriture,
Ça n'a rien à voir puisque c'est pas méchoui. C'est pas du mouton ou de la chèvre qu'on va manger, c'est un gâteau aux noisettes. Et c'est tout de suite, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Je ne sais pas ce que vaut ma transition, mais on fait ce qu'on peut, mon beau monsieur. On fera du mouton pour honorer quand même l'animal et l'élevage, en bonne et due forme, avec le respect de la nature. On fait de l'agneau et du mouton régulièrement tous les ans, mais à période de Pâques et puis toute l'année, parce que c'est bon toute l'année, l'agneau, le mouton. Non, là, c'est la saison des noisettes. On a récolté des noisettes et c'est une recette locale du Fenouiller. Alors, je l'appelais le gâteau noisetier du Fenouiller. Alors, c'est un gâteau qui est très simple à faire. Il faut à peu près 800 grammes de noisettes brutes pour en retirer 300 grammes de noisettes de bon que de noisettes. Il faut 400 grammes de sucre roux, 10 œufs des gros bio. Ouais, petit. Et 200 grammes de farine. Alors tout d'abord, il faut broyer les noisettes, il faut les réserver, on peut les faire griller un petit peu avant si on veut, ça donne du goût à la noisette, et on les met à part. Ensuite, on sépare les jaunes des 10 gros œufs, les jaunes des blancs, et on appelle ça un sabayon. On mélange les jaunes d'œufs. Ouais, on mélange les jaunes d'œufs avec le sucre. Et on les mélange à la main ou au batteur jusqu'à ce que l'appareil soit blanc. Une fois qu'il est blanc, on rajoute les œufs qu'on a montés en neige. Voilà, donc les jaunes et le sucre battus à blanc. Et après, on rajoute les blancs d'œufs montés en neige. Et après, on met la farine, on met moitié blanc, moitié farine. Voilà, on alterne les deux. On tourne ça à la spatule pour ne pas casser les blancs d'œufs. Après, on beurre des moules. Des moules à tarte, ou les moules que vous avez, ou à 4 quarts, et vous les faites cuire 30 minutes à peu près à 180 degrés. Voilà, vérifiez la cuisson avec un petit couteau pour voir si... Voilà. Comment on voit que c'est cuit? Ça veut dire qu'il faut que le couteau ressorte sec. S'il ressort humide ou avec de l'appareil, voilà, donc on le pique dans 2 endroits, plutôt au milieu. Voilà. D'accord. Voilà, et après à déguster avec un bon café ou un bon chocolat amer, noir de préférence. Quelque chose d'un petit peu violent en goût. Et ça se marie bien avec ce gâteau noisetier du Fenouiller. Essayez, c'est simple à faire. Et on a dégusté en animant une émission, en parlant éco-pâturage. C'est délicieux. C'est excellent, on sent la noisette. Bien sûr. Ouais. La récolte des noisettes cette année? Il y en a eu plein, il y en a eu plein des noisettes. Oui, un petit peu en avance? Un peu en avance, mais il y en a eu plein en septembre, là, il y a eu de la noisette. Donc c'est la bonne saison pour faire le gâteau noisetier du Fenouiller. Ouais. Ça change un petit peu, c'est pas habituel et ça correspond à la saison. Ah, c'est parfait. Excellent. Excellent. On se régale, hein, on est bien ici. Super. Ghislain, combien d'animaux vous avez? Aujourd'hui, on a une centaine d'animaux. Ouais. Voilà, brebis et moutons et chèvres mélangés. Hein. D'accord. On est au début de l'entreprise. Ouais. Donc, le but, c'est d'atteindre ces 200-300 animaux d'ici là 2 ou 3 ans. Bien sûr, pour répondre aux besoins aussi du département. Du département, ouais, voilà. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que quand on a des moutons dans un bassin d'orage ou à côté d'un lotissement, on est tenté d'aller les nourrir? Comment ça se passe avec le voisinage? Alors c'est plutôt bien accueilli. Hein. Ouais. L'éco-pâturage, quand on met des animaux auprès de ces dans ces petits lotissements-là, c'est plutôt rapprocher, favoriser ce lien nature et homme. Voilà. Après, on met en place des panneaux de communication aussi pour dire que ce sont des herbivores stricts. Hein. Ouais. Donc, ils mangent que de l'herbe. C'est pas la peine d'aller. Voilà, c'est pas la peine de donner du pain ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez arracher une petite branche et leur donner, elles vont le prendre avec plaisir. Quoi. Et il n'y a pas de souci, ce ne sera pas dangereux pour eux. Ouais. Surtout ne pas donner autre chose que de l'herbe ou des branches. Voilà. Les villageois les surveillent, ils vous appellent s'il y en a un qui sort, comment ça se passe? Bien sûr, donc nos numéros sont sur les panneaux. Hein. On a une astreinte H24, 7 jours sur 7. Hein. Quand on travaille avec du vivant, on se doit d'être toujours là quand il faut. Les usagers sont plutôt friands un peu de cette activité, parce qu'en fait, les animaux sont rarement au contact des humains quand on va dans les champs ou quoi que ce soit, alors que l'éco-pâturage, en fait, c'est vraiment mettre les animaux au cœur des villes. Voilà. Ouais.
favoriser vraiment ce lien et puis de montrer ce savoir-faire rural aussi. Puis intergénérationnel, j'imagine qu'à la fois les enfants, mais aussi parents, à côté d'une maison de retraite, j'imagine aussi combien ça doit fonctionner. Bien sûr, on a des parcs aujourd'hui au sein des EHPAD ou même des centres pour handicapés, et on voit que c'est une bonne thérapie aussi pour eux de passer par ces parcs-là en fait. Ça fait oublier un peu les maladies qu'ils ont, et c'est vrai que l'éco-pâturage, c'est pas juste entretenir une parcelle, ça a beaucoup d'autres enjeux derrière tout ça. Et d'ailleurs, ces enjeux-là, si on a compris l'importance du lien, les vertus thérapeutiques, mais en termes de biodiversité aussi. Oui, alors tout d'abord, l'éco-pâturage, c'est vraiment ce développement de la biodiversité, hein. Donc en premier lieu, nous, on va d'abord faire un constat sur ces parcs avant de mettre l'éco-pâturage en place. Okay. Donc on fait un relevé biodiversité, ce qu'on appelle. Donc on repère un peu tout ce qui est faune et flore sur place. On met l'éco-pâturage en place, et le but, c'est de maintenir cette biodiversité-là et voir au mieux de la développer. Ouais. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle de déjection, tout ça, c'est pas trop plaisant. Aujourd'hui, la déjection des brebis ou des chèvres qu'on a, en fait, c'est de la déjection sèche, hein, donc qui se désintègre assez rapidement dans le sol et qui sert d'engrais pour ces plantes vertes. Et qui dit plante verte dit insecte dit oiseau, rapace. En fait, c'est toute une chaîne alimentaire qui se remet en place et une biodiversité qui se développe naturellement, quoi. Comment ça se passe si je suis une collectivité ou un particulier ou une entreprise, je me dirige vers vous, j'ai un terrain mais il n'est pas du tout clôturé, c'est vous qui procédez à la clôture? Alors on travaille avec des partenaires locaux aussi qui sont capables de mettre en place de la clôture, de la clôture fixe. On a aussi des collectivités sur des parcelles qui ne savent pas trop leur devenir dans 2-3 ans, s'ils vont faire un lotissement ou pas. On propose aussi de la clôture éphémère, on appelle ça. Hein. Donc en attendant qu'un projet se fasse sur ces parcelles-là. Mais pour des terrains qui sont réservés justement à cette biodiversité-là, on peut faire de la clôture fixe, et on est capable aujourd'hui avec des partenaires locaux de faire ces clôtures. En termes de coûts, est-ce que vaut mieux que j'investisse dans un robot tonte ou dans l'éco-pâturage? Je vous taquine un peu, mais est-ce qu'on s'y retrouve financièrement? Alors, l'éco-pâturage, bien sûr, hein, sur la durée, c'est beaucoup plus économique qu'un robot tonte. Une méthode traditionnelle, conventionnelle. Et puis, ça respecte beaucoup plus cette biodiversité-là. On est sur une gestion douce avec l'éco-pâturage. Alors que sur un broyage traditionnel, c'est plus bruyant. C'est plus bruyant, il y a besoin de pétrole et tout ça, donc c'est un peu plus... les deux, on compare souvent les deux, mais ça dépend ce qu'on recherche derrière en fait. Si on veut un green de golf, aujourd'hui, on va pas faire de l'éco-pâturage, hein, ça va être beaucoup plus difficile. Mais économiquement, sur la durée, l'éco-pâturage s'avère plus rentable. Voilà. Alors, vous dites le dérèglement climatique a aussi accentué le mouvement, mais pour autant, l'éco-pâturage, c'est une pratique ancestrale. On n'a rien inventé, non? On n'a rien inventé du tout. Alors nous, on remet juste au goût du jour avec la législation d'aujourd'hui, hein, mais on n'a rien inventé à cette pratique-là. Les anciens, il y a des siècles en arrière, pratiquaient déjà de l'éco-pâturage. Tout le monde avait un mouton ou une chèvre qui mettait au bord du fossé le matin avant d'aller travailler, et le soir la récupérait, quoi. Et ça servait à faire du lait, un peu de laine, pour faire des vêtements. Tout le monde pratiquait de l'éco-pâturage. Mais avec l'invention du pétrole et puis de la mécanisation, en fait, ça fait oublier cette pratique-là, quoi, qui respecte l'environnement. Je vois Jean-Pierre qui opine. Forcément, on n'a rien inventé. Absolument rien. Bon, ce qui était difficile, ce qui serait difficile aujourd'hui, c'est qu'on élevait au piquet. Hein, donc aller changer l'animal de place parce que il y a une chaîne qui fait 3-4 mètres. Toutes les heures, en gros, c'est contraignant. Voilà. Et puis il y avait d'autres situations, c'est qu'on avait le droit de les mettre sur le bord des routes. Ah oui, c'est ça. En surveillant. C'est eux qui faisaient les bordures. Les banquettes, bien sûr. Bon, aujourd'hui,
c'est pas possible. Ou alors il faut leur mettre un gilet jaune. Ouais. Non, Ça, mais c'est pour les ronds-points. Ah, c'est pour les ronds-points. On discute, mais vous aviez la parole et vous avez gardé la parole puisque ça va être votre chronique de bouche à oreille. Oui, tout à l'heure. Musique. Vous avez le droit à votre jingle, Oui, Jean-Pierre, mais et vous en pouvez plus- même danser si vous voulez sur votre En plus, jingle. Il retonifie les choses. Ben oui. Ouais. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fromage de brebis. J'avoue que j'ai réécouté la chose 2 fois. Oui, c'est surprenant. Parce que je ne m'attendais pas à entendre parler de la production de fromage de brebis en Vendée. Et je me suis dit que peut-être que parmi nos auditeurs, les téléspectateurs qui ont un cheptel, peut-être qu'on va peut-être voir pointer dans les années ou les mois qui suivent, mais une production de fromage de brebis. On espère. C'est vrai. Bah oui. Pourquoi pas. Ah bon, voilà. Ce serait un super plan. Le sud Vendée est suffisamment doté en beaux troupeaux Oui. pour faire quelque chose. Alors on va entendre cette dame qui nous témoigne de ce phénomène que j'avais jamais entendu avant, donc Madame Thérèse Gobard, qui nous parle de ça à Chaillé-les-Marais, donc dans pleine zone, on va dire Marais Du Pointe-Noire, Marais en Pointe-Noire, gros, ouais. où il y avait une partie plaine aussi. Et on entendra après le statut des bergers de la plaine. Oui. Ah oui. Ça a été une économie extrêmement importante dans le 19e et début du Ah oui. 20e siècle. Pour la plaine de la Vendée, l'élevage des moutons. Hein, c'était très très important. Alors d'abord, Le fromage le fromage. de brebis qu'on écoute. J'ai fait les fromages de brebis. On faisait des brebis. J'ai traité 18 brebis et je faisais mes fromages de brebis. Vous alliez les vendre? Et j'avais un marchand, j'avais l'épicier qui les prenait à domicile. Qui me les prenait à domicile. Beaucoup de personnes venaient en chercher à la maison, mais autrement... Ça m'entraînait la maison. Ah oui, là, ça me payait ma... Bon, c'était pour... Pendant au moins 6 ou 7 mois. Ah oui, ça c'est sûr. Quand t'as sorti de l'école, faisais des fromages et t'allais les premiers. Ah ben, on allait livrer les fromages. Là, à ce On a moment-là, fait c'est nous qu'on trayait les brebis et on allait vendre les fromages. Vous alliez les vendre? Ah là, on allait les vendre. Elle en vendait quand même. Le marchand en prenait, mais on avait une clientèle survouillée. Tous les 8 jours, on allait porter les fromages. Et ça, c'était le rôle des enfants. Oui. Le rôle des enfants. Merci Jean-Pierre. Un autre sujet. Oui, bah justement, elle a parlé des coopératives, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une organisation avec un statut de berger, et on va entendre parler de ça, parce que moi qui suis natif de Luçon, je me souviens de ces gens qui parcouraient quasiment toute la plaine avec un troupeau extrêmement important. Ils avaient même des petites cabanes qu'on appelle des navaries, Des navaries. qui étaient tirées par des chiens, et c'était leur logement. Ah oui. Ils avaient sur ce navarie des ganivelles Ouais. fixes, pas ce qu'on connaît en roulé, Ouais. mais montés sur un châssis. D'accord. Et, en avant ils d'eux. parquaient comme ça, là où ils allaient pâturer, et puis bah, voilà, ils se déplaçaient. Un itinéraire, Voilà, bien donc sûr. ça c'est très, pour moi c'est important de Ah, on de s'imagine. remémorer Oui, on s'imagine pas ça du tout. une économie comme celle-ci Ouais. qui a été très très importante. Ouais. Donc on écoute Ah bah, avec plaisir. cette organisation. Donc il y avait combien de têtes à peu près au début? Ah, chez nous, on a eu assez. Hein. Moi, je ne me rappelle pas l'autre berger, parce que vous savez qu'au début, bon, ben, l'autre berger, il était à moitié avec son patron. Lui, son patron, il avait un patron. Lui. Et en général, dans le pays, c'était pas beaucoup comme ça que ça se passait, c'était une coopérative plutôt. Je dirais comme on parle de coopérative. Les gens étaient groupés entre eux, ils avaient acheté un troupeau et ils avaient un berger. Alors là, le berger, il était à moitié. Et les frais, donc, ils partageaient les frais avec le... C'était tout partagé, là. Le pastoralisme, c'est pas seulement réservé qu'aux régions montagneuses. Oui, voilà. Finalement, c'est- Et mon grand-père me posait la question, mon petit gars, sais-tu pourquoi est-ce qu'autrefois on trouvait encore de la pure laine vierge? Je m'attends au pire. Eh bien, c'est parce que les brebis courent plus vite que les bergers. Est-ce qu'on finit l'émission là-dessus? Non, ce serait pas raisonnable. Mais en fait, vous êtes un berger, Bien sûr. nouveau berger. Voilà, c'est néo-berger, quoi. C'est de l'humour, hein, mais C'est- Il se rattrape. Eh ben, merci pour cette bonne humeur, Jean-Pierre. Et puis merci Ghislain d'être venu nous parler éco de Merci, merci à pâturage. vous. Merci les Jean-Pierre. Et puis on va se dire que du bonheur. à Bétou. À bientôt. Eh ben voilà, à Bétout.